Les 5 peurs que je vais décrire ici, surtout la 5e, vont être peut-être des peurs que vous allez surveiller de très, très, très près. Je vous les propose. Je vais vous les détailler de façon lucide et structurée. Et si, par bonheur, vous le savez, comme d'habitude, si vous appréciez cette analyse, hein, si vous trouvez que tout ce que nous faisons ici jusqu'alors est très, très intéressant, et là, partagez la vidéo, abonnez-vous au même instant et faites de ce débat quelque chose qui doit retentir. Donc, partagez ce débat, partagez cette vidéo live ici. Alors, moi, je pourrais qualifier, attendez, j'avais noté ça ici, la première peur, ça, je vous l'ai dit de temps à autre, la première peur du gouvernement, c'est la jeunesse informée. C'est la jeunesse qui est apte à capter l'information. Et dans ce sens, si je vous donnais un chiffre vraiment qui serait prépondérant en la matière de l'information, c'est que plus de 60% aujourd'hui de la population congolaise a moins de 25 ans. Et maintenant, imaginez ce que les enfants, les jeunes de 25 ans font dans le monde entier. Ils sont dans la quête de l'information ou de la désinformation, selon que vous serez d'un côté ou de l'autre. Alors, sachant que 60% de la population congolaise a moins de 25 ans, cela signifie concrètement pour nous et pour vous eh ben, qu'une majorité de citoyens n'a connu qu'un seul système politique. Non? Calcul mental ou mathématique congolaise, comme dirait mon ami Bofan. Sachant que 60% de la population congolaise a moins de 25 ans, est-ce que cela ne signifie pas que la majorité des citoyens du Congo n'a connu qu'un seul système? Voilà l'une des peurs. Mais le problème, c'est que le gouvernement ne peut pas, gérer cette jeunesse. Le gouvernement ne peut pas voir dans cette jeunesse un petit caniche qu'on est en train de promener parce que cette jeunesse, elle est là en train de comparer. Elle va observer ce qui se passe au Ghana, président jeune qui se balade tranquillement, etc., etc. Ils vont comparer ce qui se passe au Ghana également. Ils vont comparer ce qui se passe en Zambie et ils vont voir les alternances ailleurs. Et ils regardent le Congo avec un certain désarroi. Peut-être que au gouvernement, on ne sait pas que 60% de la population congolaise a moins de 25 ans et que cette population, malheureusement, en 25 ans, est toujours sans bénéfice d'une vision ou d'un futur. Le deuxième point que je voulais vous donner ici, c'est la peur de l'information parce que ça colle. Il y a la peur de l'information, mais parce que tout simplement, quand les régimes ont duré, quand les régimes ont mis trop de temps, ça commence à se fissurer. Le gouvernement sait que perdre le monopole de la narration de l'information, c'est perdre une partie de son autorité. Mais est-ce qu'il peut contrôler cette sorte d'information qui se propage en quelques secondes? En tout cas, si cette analyse vous parle toujours, partagez la vidéo parce que nous sommes en train de recenser quelques peurs et tout à l'heure, vous me direz, vous aussi, quelles sont selon vous les peurs les plus prééminentes pour ce gouvernement. Troisièmement, on pourrait aller, pour ne pas s'attarder là, une question qui est très fondamentale. C'est la peur de la succession. Vous sous-estimez la peur de la succession. La succession, c'est un moment où celui qui va laisser l'héritage, celui qui va peut-être bientôt partir, doit décider directement ou indirectement qui va faire quoi, qu'est-ce qui va se passer. Et en l'occurrence, ici, pour le gouvernement, la succession, c'est ce que je pourrais appeler la peur la plus sensible de ce gouvernement.
ce gouvernement ne sait pas comment gérer sa succession. Vous le savez, ils le savent. La fébrilité qu'il y a aujourd'hui à l'intérieur du gouvernement est due aussi au fait que le gouvernement en place ne sait pas comment gérer sa succession. Et tout le monde a peur de prendre cette succession à n'importe quelle condition. Quel que soit le régime, tous les régimes les plus longs rencontrent toujours un problème de succession. Regardez en face de nous, République démocratique du Congo. Quid de la succession de Mobutu? Partout dans le monde. Tunisie, parlons dans le monde. Problème de succession. Parce que tout simplement, le régime le plus long rencontrera toujours une question de succession et plus un pouvoir est personnifié, comme l'est le cas chez nous, parce qu'on ne peut pas dire que notre pouvoir n'est pas personnifié. Si vous êtes là pendant plus de 40 ans, c'est-à-dire qu'il y a le culte de la personnalité, il y a l'idée que vous avez insufflée à votre peuple, que vous êtes le sauveur, le guide, le seul au Congo, ou le seul peut-être à donner de la lumière aux âmes qui sont appelées les âmes congolaises. Et alors, qui est votre héritier? Qui est votre héritière? Puisque le jeu de la démocratie est coincé, eh ben, la question reste posée. Mais allons encore plus loin, parce que la peur de la succession, ça va faire de sorte que vos calendriers vont être flous, et puis voilà, vous n'aurez jamais d'ambition claire vis-à-vis de cette population-là. Mais, vous savez, ce qui est peut-être encore plus dur, c'est peut-être le point que nous allons soulever maintenant. Ce quatrième point. Beaucoup de Congolais ne se rendent pas compte de la peur actuelle qu'il y ait une fracture interne. Vous savez, toutes les démocraties, excusez-moi d'enjoliver les choses. Toutes les autocraties finissent toujours par se fissurer de l'intérieur. Et donc, dans le gouvernement, il y a aussi cette peur de la fracture interne, cette peur de se dire que celui avec lequel je suis en train de manger est peut-être la 11e colonne, ou peut-être le traître, le Judas qui va aller vendre les choses de l'autre côté. Mais parce que si on a peur de ce qui est à l'intérieur, c'est parce qu'aucun pouvoir n'est monolithique. Il existe toujours des équilibres dans chaque pouvoir. Le pouvoir congolais a aussi un certain équilibre où il y a des générations, des intérêts économiques qui sont protégés par ce genre de syndicats, puis une sorte de régime qu'il faut protéger plus qu'il ne faut protéger les libertés individuelles. Parce que l'individu, dans cette configuration, n'existe pas. L'individu est considéré comme une propriété privée, pratiquement, du monarque. Et ceux qui sont à l'extérieur sont considérés comme des brebis galeuses parce que c'est des enfants qui refusent d'être traités comme les petits de l'école primaire. Donc, grosso modo, cette peur de la fracture interne s'explique, c'est normal. Ils se disent, ah bon, on ne sait jamais ce qui va se passer, voilà. Mais un pouvoir, vous pouvez surveiller la rue, vous pouvez faire tout ce que vous voulez, vous pouvez avoir cette peur de la fracture interne et vous ne pouvez pas surveiller ce qui se passe à l'intérieur. Parce que chacun, dans le régime actuel du Congo, chacun a un agenda personnel. Chacun a des projets internes qu'il est en train de taire pour un jour savoir comment monnayer cet exemple-là pour se faire passer comme celui qui se serait peut-être lavé les mains au moment où tout allait mal. La fracture interne est là. On a eu pendant les années passées, je crois, l'entourage du président qui avait eu des problèmes avec le président lui-même. Donc, ce n'est pas une
certaines nouveautés. Donc, c'est pour ça que je passerai peut-être à au point qui me tient le plus, le cinquième point. Ce cinquième point est très intéressant parce que c'est le point que retiendront probablement les historiens et que nous aussi, nous tentons de voir ici. Alors, si vous avez la peur du jugement de l'histoire, c'est tout à fait normal. Le monarque est quelqu'un qui est animé par l'obsession de toujours être reconnu comme ayant fait quelque chose. Le pire pour un monarque, c'est sans doute de se dire que je partirai de ce monde et on dira de moi que je n'aurai rien fait. Et un régime, dans ce sens, peut aussi durer, c'est vrai. Un régime ne peut pas contrôler la phase finale que l'histoire écrira. Mes chers amis, mes chers frères, mes chers compatriotes, vous êtes aujourd'hui en train d'écrire la page presque finale de votre histoire, que je peux nommer encore socialiste soviétique du régime actuel, pour écrire une autre page. Et donc, le monarque et le système est en droit de s'inquiéter sur les mots et le vocabulaire que vous allez utiliser pour expliquer les tares et peut-être la gabegie que la société a dû souffrir pendant des décennies et des décennies, au point qu'aujourd'hui, le Congo est considéré comme un petit pion sur le plan international. Et quand on parle de notre pays, c'est toujours sur des scandales du pétrole, sur les scandales de l'argent en Suisse, sur les voitures des notables, etc., etc. Donc, la longévité n'est pas toujours la source même de la transformation. Jamais on ne transforme le monde par la longévité. La transformation de ce monde s'est fait aussi par des changements, hein, cette sorte de sursaut pour redonner la force aussi de voir l'avenir. Et un pouvoir comme celui-ci, on sent qu'il devient nerveux lorsque son récit est contesté. Lorsque vous contestez le récit du pouvoir aujourd'hui, ils sont énervés. Ben voilà. Parce que, bon, c'est le moment d'avoir peur, la succession, etc. Le jugement de l'histoire. Le jugement de l'histoire se fera comme d'habitude, c'est-à-dire tout ce qui a été fait de manière comme nous l'avons vécu, sera mis en astérix et nous lirons ça avec la plus grande curiosité. Bref, vous voyez qu'il faudrait que je vous donne aussi la parole parce que si je continue à parler avec toutes ces notes que j'ai prises pour vous, c'est pas bon. Je vais m'arrêter de ce point-là pour prendre quelques-unes de vos questions parce que je sais que vous êtes nombreux à intervenir dans ce live. Merci donc d'avoir écouté quelques idées qu'on peut approfondir ici. Vous posez la question, je réponds. On va prendre une quinzaine de minutes qui vous est dédiée. Nous répondons aux questions et puis nous fermons la boutique pour revenir dans un prochain live. Monsieur Mabankou, avez-vous le son de Yanga ou Nzinga? Écoutez, Yanga, j'ai fait beaucoup de voyages sur l'histoire de Yanga. Je suis allé du côté du Mexique, etc. On en a discuté beaucoup avec mes amis gabonais. Et je crois que notre histoire est intéressante à étudier. L'histoire du monde, et pas seulement l'histoire du Congo, l'histoire du monde. Comment les peuples africains ont voyagé à travers le monde, comment nous pouvons revendiquer aujourd'hui les empreintes de la construction de certaines citadelles dans le monde. Nous avons voyagé, c'est vrai. Cette espèce de traite négrière, comme de la traite transatlantique qui avait décimé notre Afrique de sa population, mais par la suite, nous savons aussi que le brassage de cultures et les rébellions, le marronnage et autres mouvements de résistance
avait toujours repoussé ceux qui voulaient nous causer de l'humiliation à cause de la couleur de notre peau. Donc, je suis à la fois Yanga, je peux aussi être à la fois Nzinga Congo, ça ne me dérange pas du tout. Jean-Aimé Moketou, Monsieur Mabankou, comment peut-on définir en toute originalité bantou la politique pratiquée en Afrique centrale? Ben, mon cher Jean-Aimé, le problème, c'est que quand vous dites la politique pratiquée en Afrique centrale, je ne sais même pas de quelle politique on parle. La seule politique que nous avons pratiquée en Afrique centrale, quand on regarde un peu toute cette Afrique, Congo, Gabon, Cameroun, vous savez, c'est une politique pratiquement matinée d'une certaine idéologie occidentale communiste, c'est vrai, à l'époque, mais surtout ancrée dans la prétendue tradition africaine qui aurait voulu ou qui voudrait que le chef soit toujours individualisé, que le chef soit toujours identifié comme l'unité de mesure et que le chef meure au pouvoir. Il y a certaines pratiques de nos sociétés qu'on pourrait aussi réviser. Et je pense aussi que les intellectuels, nous sommes responsables de cette situation. On ne va pas se voiler la face. Nous avons érigé par nos postures désintéressées ou nos postures parfois flatteuses, nous avons érigé une normalité des régimes autocratiques en Afrique. Aujourd'hui, un régime autocratique sponsorise les intellectuels. Je ne voudrais pas être désagréable quand même, mais je veux dire que dans le régime congolais, les intellectuels, les écrivains ont participé dans ces régimes. Jean-Baptiste Atir-Loutard était ministre. Henri Lopez était ministre. Théophile Obenga était dans les fonctions, ou je ne sais pas, dans ce sens-là. Tous ces gens ont travaillé et travaillent pour le Parti congolais du travail. Mais ce sont des intellectuels. Ce sont des, semble-t-il, ceux qui réfléchissent sur l'avenir du pays. Les Théophile Obenga sont respectés en égyptologie, en autres et autres, mais ils sont quand même les bras droits de cette situation. Donc, je ne voudrais pas paraître comme celui qui lance la pierre contre mes collègues ou quoi, mais chacun fait ce choix. Mais moi, j'ai observé, j'ai dit que je parlais sans filtre, je parle sans filtre. Il n'y a pas de filtre. Imaginez, si Obenga disait ce qu'il fallait dire, si Dongala disait ce qu'il fallait dire, si, je ne sais pas, à l'époque, tout le monde disait ce qu'il fallait dire, vous pensiez que nous en serions là? Si vous pensez que je veux m'arrêter seulement comment on appelle, qu'aux écrivains, aux intellectuels, mais les artistes aussi. Où sont les militants? J'ai jamais vu un artiste militant là-bas. Où sont-ils? Que font-ils? Qu'est-ce qu'ils ont fait? Tout au plus, pendant que la situation du pays est en train de se décider actuellement, je vois sur des réseaux sociaux des gens qui dansent avec le champagne, qui crient à gauche et à droite, qui célèbrent des événements inutiles dans le monde. Qu'est-ce qui est plus utile que le destin du Congo que de célébrer une petite victoire à la, je ne sais pas, à la Pyrrhus, qui sera peut-être une crotte de moineau dans l'histoire de la musique congolaise? L'inertie intellectuelle congolaise est là. Et ayons le courage de le dire. Une fois que nous disons que les intellectuels sont complices de la situation ou que les intellectuels inconsciemment se cachent dans leur bunker et sortent lorsque la situation est passée. C'est quel pays ça? Je n'en ai jamais vu. Quand je vais dans des grands pays comme l'était la Côte d'Ivoire, on entendait les Alpha Blondy, on attendait tout le monde. Vous descendiez du côté en Afrique du Sud, on attendait les Myriam Makeba, les Johnny Clegg et Savuka. À l'époque même des années 70, on entendait les Franklin Bukaka tués pour leur courage.
Et aujourd'hui, vous avez une race de musiciens, d'artistes nourris au lait par le gouvernement et qui a peur de libérer cette jeunesse. Mais le rôle de ces artistes, c'est de donner des somnifères au peuple, c'est de droguer le peuple pour que finalement les décisions passent comme une lettre à la poste de Normandie. Je peux aussi attaquer cette classe intellectuelle, cette classe artistique dans laquelle je reconnais moi-même aussi ma responsabilité. Attention, je ne suis pas en train de dire que je suis neutre, que je suis blanc comme neige. Je suis en train de dire c'est une responsabilité grave et j'ai comme l'impression que depuis que je parle de politique, depuis pratiquement ces années de 2016-2015, je n'ai jamais vu un autre artiste prendre le relais pour continuer, comme si, une fois que l'élection est passée, le reste continue, et c'est ainsi que le Congo est dirigé. Que nos intellectuels de l'Afrique centrale prennent des choses en main pour la libération de nos États. C'est ce que je n'arrive pas à voir. Je ne les vois pas sur le terrain, mais je vois qu'ils sont beaucoup dans les salons du livre, partout. Voilà. Voilà. Mais c'est leur droit. Nul n'est obligé d'être un manifestant. Nul n'est obligé d'être un activiste. Ah non, reconnaissez aussi aux gens la faculté d'être que des artistes et de vivre de leur art. À ça, je serai le premier à vous le dire. La question du militantisme est une question personnelle, est une question individuelle et est une question du parcours de la vie de chacun. Voilà, c'est parcours qui est intéressant. Alors, voilà. Et s'il vous était proposé un poste ministériel, je ne sais pas, Passy Bibéné, je ne sais pas à quoi vous entendez. S'il vous était proposé qui? C'est ça le problème. S'il vous était le problème, si vous pouvez proposer qui? Vous voulez dire ce gouvernement-là? Donc répondez et puis on va voir. Le jour où nous allons sortir de cette dictature, quel sort allons-nous réserver à un, Tchati Mabiala, 2, Thierry Mongala, 3, ben. Non, le libre penseur, je ne pense pas que c'est intéressant de personnaliser euh, le destin de la nation. Je vais dire que la déliquescence ou ce que nous reprochons n'a pas commencé avec Tchati Mabiala ou avec Mongala ou quoi. Ça fait 40 ans que nous crions. À 40 ans, il n'y a personne qui était de cela qui était là. Donc moi, je pense que ne personnalisons pas les choses. Ne soyons pas comme ces juges qui veulent à tout prix donner la peine de mort à celui qui vient d'attraper sans pour autant relire l'acte d'accusation. Je pense que l'urgence pour le Congo, ça sera de réparer cette sorte de divorce qu'il y a eu entre l'État et le peuple. Et tout de suite, faire des mesures qui vont vraiment épater la population immédiatement, sans attendre. Mais si vous passez le temps à aller poursuivre des individus, vous ne serez jamais sur la route du développement. À un certain moment, on se pose la question de savoir si nous allons réellement des intellectuels, si nous avons réellement des intellectuels congolais, d'autant plus que ces fameux intellectuels, n'importe quoi, en réalité, ce sont des vrais usurpateurs. Bon, Teddy, je ne sais pas, je ne dirais pas qu'ils sont des usurpateurs. Théophile Obenga est un grand égyptologue. Il a donné à notre réflexion le sens même du respect de l'antériorité des civilisations nègres dans l'Égypte ancienne. Le doyen Théophile Obenga, c'est quand même quelqu'un qui est pratiquement dans la lignée, sinon le collègue direct de Cheikh Anta Diop. Théophile Obenga, c'est quand même un grand érudit, un grand orateur. Mais je comprends aussi, je vais dire, Gabriel Garcia Marquez était l'ami de Fidel Castro. On ne lui a rien fait. Donc je comprends, c'est tout à fait normal. On ne peut pas, quitte à me contredire, je dirais, on ne peut pas forcer quelqu'un de
faire quelque chose dont il ne tirerait pas lui-même le bénéfice individuel. Mais moi, je voudrais qu'on force des gens pour qu'ils ne puissent retirer que du bénéfice collectif. Et ça demande un désintérêt et ça demande de ne pas avoir faim. C'est peut-être ça la grande nuance. Je pense que la, la jeunesse informée est une menace. Enfin, au moins, c'est comme ça que le gouvernement le prend. Le gouvernement pense que l'Internet est forcément nocif. Je ne sais pas, je pense qu'au Gabon, il y a des problèmes sur Internet actuellement également. Donc, Internet, c'est le moyen d'information qui permet, si j'écoute Télé Congo, je vais écouter aussi, je ne sais pas, Télé Mali, je vais écouter aussi une télévision européenne, une télévision américaine, etc., etc. Et ça me permet d'avoir une certaine palette de comparaison. C'est dans ce sens que je pense que la jeunesse informée, et elle, est une menace pour ces gens-là parce que eh ben, ce pouvoir est un pouvoir qui sait que beaucoup de régimes tombent par le biais d'Internet. C'est pour cela que j'ai fait, euh, c'est pour cela que j'ai fait une série tout à l'heure que vous retrouvez sur mes réseaux, une série sur la tricherie pendant les élections avec Internet. Internet est un moyen désormais politique pour les régimes de pouvoir étouffer toute initiative d'indignation populaire. C'est-à-dire que, vous savez, Internet, les choses vont vite. Si au moment où on est en train de faire des élections, on vous a fermé Internet, lundi, mardi, vous n'avez rien. Le temps que ça arrive, mercredi, les choses sont déjà en place. L'actualité d'Internet, c'est autre chose, on est passé. Mais si ça se passe en live, où vous allez avoir des gens dans des bureaux de vote qui vont envoyer des vidéos bizarres, montrer des attitudes un peu corruptibles, faire des caméras cachées, mais on sait que nous allons vers la plus grande rigolade. C'est pour cela que je pense que, eh ben, Internet est important. Et si un gouvernement peut être mesuré comme étant démocratique ou autocratique, la première règle, ça sera Internet. Dites-moi, en Corée du Nord, ça se passe comment Internet? Alors, dans ce cas, à quoi sert d'être un intellectuel s'il est vrai qu'être intellectuel, c'est porter la voix des sans-voix? Oui, mais mon frère, tous les intellectuels ne sont pas obligés de porter la voix des sans-voix. Voilà, tous les maçons ne sont pas obligés de construire des gratte-ciel. Voilà. Donc, ça dépend de la nature, ça dépend de l'histoire que vous avez. Nous avons une histoire qui est politique. Moi, je sais que cette histoire politique a croisé ma propre existence. Je vous invite une fois de plus à aller lire ce livre, mon livre qui est intitulé Les cigognes sont immortelles. Vous allez voir comment l'histoire de Kim Walankaya a croisé l'histoire de notre famille. Donc, si vous n'avez jamais lu Les cigognes sont immortelles, c'est l'occasion de revisiter ce livre et vous allez voir tous les coups d'État qui ont été faits depuis cette époque-là. Vous allez même voir les Youlous qui sont allés mourir très loin, les Massamba Deba, les Kikadidi, les Kinganga, les Ange Diawara, et tout ce coup d'État qui s'est passé. Sachant même que lorsque je vivais à Brazzaville, toute ma scolarité, je l'ai faite dans cette maison où a été tué Kim Walankaya et je dormais dans cette chambre. Voilà une confidence que vous ne savez pas et qui est spécialement réservée à vous autres qui vous abonnez à cette page pour venir écouter les analyses sans filtre. Alors,
On va prendre une dernière question pour que j'aille quand même aussi manger. Libre penseur, merci pour ta réponse. Doyen, d'accord pour ne pas faire une chasse aux sorcières. Et ce n'était pas la quintessence de ma question non plus. Mais si nous ne faisons pas l'analyse profonde du mal, de tout le mal profond qui nous a rongés, ne pensez-vous pas que cela ne se reproduise demain? Je pense qu'on peut faire, il faut faire confiance au peuple. Il faut faire confiance au peuple. Vous ne pouvez pas faire un dialogue national et me dire, ah, on ne va pas faire ce dialogue-là, sinon les choses vont se reconnaître, se refaire. Ceux qui refusent un dialogue national sont ceux qui sont les partisans de la continuité. Et ce dialogue, ça devait avoir lieu depuis fort longtemps. Et ce dialogue, ils l'ont toujours fait avec des gens qui sont d'accord avec eux. Moi, j'aimerais bien dialoguer avec ceux qui sont contre moi en présence de vous et on se change les idées de contradiction. C'est comme ça que ça se passe. Ça ne se passe pas autrement. Pensons peut-être aussi que le peuple congolais est en train d'attendre simplement qu'on le considère comme un Congolais à part entière et non entièrement à part là-bas. Nous voulons des success stories des Congolais qui vont à l'étranger, qui réussissent. Nous voulons la présence de Congolais partout. Mais vous ne pouvez pas disséminer les Congolais dans le monde entier si la politique que vous faites n'est pas une politique de distribution, mais une politique d'accumulation. Et votre politique d'accumulation est une politique d'accumulation individuelle. Les richesses donc de la population sont détournées par des individus qui eux-mêmes empêchent la réalisation de ce qui ferait du Congo un vivier des talents internationaux. C'est pour ça que nous allons exploser plutôt à l'extérieur, où on arrive, on nous donne d'autres moyens pour aller plus loin. Alors que vous avez certains pays d'Afrique, vous avez Nigeria, Ghana, tout, vous arrivez, ils dirigent des grands instituts aux États-Unis, etc. Il y a toute une communauté derrière. Et aujourd'hui, un Congolais pour avoir un passeport, c'est tout un problème. Alors, je ne sais pas. Je pense que vous avez raison, libre penseur, mais l'analyse que nous devons faire, vous allez voir, mon cher libre penseur, le jour où vous réunissez les gens, vous ne parlez jamais de poste, vous ne parlez que du destin du pays, vous parlez des travaux pratiques, vous parlez des idées concrètes, il n'y aura plus personne autour de la table. Réunissez les Congolais, donnez les idées, donner les idées qui catalyseraient l'économie, qui bousculeraient la culture, qui renverseraient l'informatique, qui pousseraient la connaissance de l'intelligence artificielle, qui rehausseraient l'éducation, qui renverseraient le système universitaire, ou alors qui donnerait une autre dimension du commerce, des petites et moyennes entreprises et des commerces des marchés dans le pays. Si vous demandez aux gens de tabler là-dessus, il n'y aura plus personne. Le Congolais, il ne veut pas travailler. Il veut directement que vous dites, je te connais, quand tu seras président, tu me mets ministre de l'Éducation. Ah non, la compétence, la discussion. On n'a jamais discuté. C'est pas normal. Je connais aucun visage de quelqu'un qui est dans l'opposition. Quand je parle de l'opposition, pour moi, c'est un robot, c'est une sorte de portrait robot général. L'opposition, pour moi, est un fantôme de l'opéra. Et donc, dans ce sens, l'opposition qui était censée vous donner les thèmes de discussion de la reconquête de votre identité, de la reconquête de votre être en tant que Congolais, l'opposition ne vous a jamais donné les thèmes de discussion propres au peuple. L'opposition vous a toujours amené dans la discussion pour insulter Sassou Nguesso, pour insulter le régime, pour insulter tout le monde, sans pour autant donner des éléments concrets. Alors, donc, il flirte entre ce qui peut être appelé la diffamation et l'analyse scientifique. La diffamation est contraire à l'intelligence. Mais par contre, l'analyse, elle, qu'elle soit caustique, qu'elle soit pointue,
n'a jamais fait partie de la diffamation parce qu'elle est étayée sur des éléments qui sont concrets. Et moi, je suis partisan de cette analyse-là. Je regarde, je lis. Si le gouvernement a fait mal, je dis non. Si aujourd'hui le gouvernement fait quelque chose de bien, j'aurais dit. Mais comme il n'a jamais rien fait de bien, je l'ai dit à 40 ans, j'avais posé la question, vous m'aviez répondu dans ce sens. Voilà, mon cher Amélie Penseur, je crois que, voilà, que je ne frustre personne. Ça, c'est Monsieur Alain, nous avons vu nombre d'écrivains publier, dédicacer leurs ouvrages sur la place de Paris. Pourtant, vous y demeurez invariablement absent. Souvent, vous déclinez les invitations qui vous sont adressées. Dès lors, une question s'impose. Constituez-vous véritablement un exemple à suivre pour les générations futures? Mon cher vieux Gilles Edzébé, je comprends. Vous savez, je vais baisser un peu, je vais faire, voilà. Vous savez, monsieur les Zébé, je suis invité, c'est vrai, beaucoup, pratiquement toutes les semaines, je suis invité ici et là dans le monde entier pour aller dans les salons. Là, je vais bientôt à Nantes, puis je vais aller du côté de Genève, puis je vais faire le Japon. Je suis invité à faire beaucoup de choses. Donc, lorsque je vous dis que je ne peux pas, ça ne veut pas dire que je décline. Ça veut dire que vous invitez brutalement quelqu'un à 2 semaines, un mois pour venir quelque part. Et lorsque la personne dit je suis à Los Angeles, non, on ne peut pas payer le billet. Et vous attendez que je vienne à Paris, mais quand je viens à Paris, les autres qui ont payé le billet le font, excusez-moi. Mais sinon, la meilleure chose, vous savez, parce que moi, ce qui compte, c'est les dialogues. Si un jour vous savez que vous avez un événement ou quoi, on ne peut pas, on le fait par Zoom, privé, avec votre association. Je le fais beaucoup. Croyez-moi, s'il y a quelqu'un qui va vers le public, eh ben, j'en fais partie. Et merci quand même de souligner cela parce que c'est très, très, très important. Vous me donnez de l'espoir. Je suis du Cameroun et nous sommes dans la rue depuis 2018. Peu d'intellectuels osent nous apporter le soutien intellect, courage au peuple. Écoute, Baoba, écoutez, merci beaucoup, vraiment, mon cher frère du Cameroun. Je pense que vous avez raison. Votre situation très délicate. J'ai vu ce qui s'y passe souvent, je suis ça de très près. Et de toute façon, nous avons une similitude puisqu'il s'agit du problème global du bassin du Congo. Et ce problème global du bassin du Congo montre à quel point nous, en Afrique centrale, nous sommes probablement l'une des dernières régions de dictature dans le monde, de pouvoir long et autocratique dans le monde. Voilà. C'est des pouvoirs dans lesquels les présidents vieillissent, les ministres rentrent jeunes et vieillissent avec le président, et on ne sait pas comment ça se passe. Mais chez vous aussi, les intellectuels parlent quand même. Les Célestin Monga, les Patrice Ganong sont des gens qui n'ont jamais mâché leurs mots. Il y a beaucoup d'intellectuels au Nana qui parlent de la situation. À l'époque, mon amie Suzanne Kalalobé, qui m'avait reçu au Cameroun lorsque j'étais allé parler de vers, lorsque je commençais à écrire Vers cassé, je m'étais rendu au Cameroun chez Suzanne Kalalobé, qui m'avait invité. Et vous savez, parfois la naissance d'un roman est quelque chose d'extraordinaire. Je vais vous expliquer par exemple la naissance du roman Vers cassé. Parce que la naissance de ce roman, c'est au Cameroun. J'avais été invité par un projet pour aller écrire quelque chose au Cameroun. Et je suis arrivé à Douala. J'étais arrivé par bateau depuis le Bénin. J'arrive, on commence à discuter un peu avec les amis. Et Suzanne Kalalobé se présente. Je suis Suzanne, tout, tout, tout. On était contents et on est allé dans un bar à jazz. Et là, il y avait un jazzman qui était en train de jouer dans la pénombre, tout. Je voyais une sorte de Bosch, le gars qui était toujours rattaché à son piano. Extraordinaire musique. Et je regarde
Sur la table, sur le comptoir, il y avait un mot qui était écrit: «Le crédit à voyager». Alors, le crédit à voyager dans le langage même des Camerounais et peut-être de beaucoup en Afrique, c'est que quand vous venez dans ce bar, vous devez payer comptant. Vous ne devez pas payer demain ou après-demain le crédit à voyager. Donc, le crédit n'est plus ici. Et moi, j'étais en train toujours de manger avec Suzanne Kalalobé. Et bien, je dis, écoutez, tu vois pas que le titre, le mot «le crédit à voyager», c'est on dirait un mélange de 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 mort à crédit et voyage au bout de la nuit, les livres de Céline. Il m'a dit: «Écoute, les écrivains, on est venus ici pour boire. Tu bois ton pot, quand c'est fini, on sort, voilà, c'est tout». Mais quand je suis rentré dans mon hôtel et là, j'ai senti les premiers mots de ce roman Vers cassé venir, où j'étais en train de l'écrire doucement, disant que le patron du crédit a voyagé, gna gna gna. Et c'est là que tout cela est parti. Pourquoi? Parce que nous avions cette sorte de proximité entre le Cameroun et le Congo. Nous avons cette poste de proximité de la population, proximité des cultures, proximité des habitudes, proximité aussi des colères, voire même proximité des défauts. Ben oui. Et donc, dans ce sens, le Cameroun et le Congo sont parmi les dernières manifestations autocratiques politiques en Afrique. Bon, nous détenons bientôt, je ne sais pas si on le détient déjà, les records des deux vieux présidents. Monsieur Mabankou, pourquoi vous n'envoyez pas un courrier au président Macron pour la situation au Congo? Pourquoi je vais envoyer, mon cher Bissangui, un courrier à Emmanuel Macron pour la situation au Congo, alors même qu'il peut aller au Congo quand il veut, il peut recevoir Sassou Nguesso quand il veut. Je ne veux plus jouer l'hypocrisie, je ne veux plus que ce soit les Français qui décident qui va gouverner le Congo. Il faut que ce soit les Congolais. Il faut que ce soit les Congolais. Il y en a marre chaque fois d'aller demander à papa François Mitterrand, est-ce que papa, je peux aller jouer à la cour de récréation? Non. Saute le mur de la cour de récréation, cours, longe les plages et exprime ta liberté avec ta voix la plus forte. C'est ce que nous sommes en train de faire. Parce que nous refusons cette sorte de cercle des vertiges, cette sorte de vie et demie, comme dirait Sonny Laboutancy, cette sorte de pleurer rire, comme dirait Henri Lopez, qui connaissait ce régime de l'intérieur. Je lui consacrerai bientôt quelque chose aussi pour qu'on en discute. Donc je n'ai pas besoin d'écrire au président Macron, je n'ai pas besoin d'écrire à qui que ce soit, j'ai besoin d'écrire aux Congolais, j'ai besoin de parler aux Congolais, j'ai besoin d'aller directement aux Congolais, directement. Parce que eux et moi, nous parlons la même langue. Parce que le Congolais et moi, on ne fait pas de la diplomatie. Ça marche pas, ça marche pas. Ça marche, on va manger les malangouas quelque part là-bas chez Tati. Voilà. Ça marche ou ça marche pas? Ben, ça marche pas. Donc, il faut que nous conventions à enlever dans notre esprit l'attitude du spectateur dont parlait Aimé Césaire, l'attitude stérile du spectateur. Macron ne peut pas être notre arbitre. Macron travaillera toujours pour les intérêts de la France. Pourquoi le président Macron va libérer la France et faire perdre des contrats à la France? C'est tout. Observons l'élection présidentielle. Le Congo est éternel. Le projet se prépare. Le temps donne toujours raison aux fous, aux artistes.
quel bonheur de vous parler directement. Ce bonheur que n'ont pas eu les gens de l'époque, les Kinganga, les Kikadidi, tout ce monde, les Biyaoula, tués pendant les manifestations syndicales à cette époque-là. Ils n'avaient pas l'information que nous avons. Là, je vous parle tout droit des lives que vous allez regarder par 10 000, 20 000, 30 000, les traces audiovisuelles qui restent de ce que nous avons fait, de l'espace et même du bénéfice de la voix que vous avez. Qu'est-ce que vous en avez fait? C'est peut-être cela la grande question qu'on posera aux intellectuels. Vous aviez l'opportunité d'avoir un haut-parleur, un amplificateur. Mais pourquoi parliez-vous sous les aisselles? Pourquoi n'utilisiez-vous pas le haut-parleur? Ça, c'est une question fondamentale. Oui. Je pense aux écrivains qui m'ont peut-être aussi nourri. James Baldwin m'a appris à ne pas être complexé de ma couleur de peau. Frantz Fanon aussi m'a appris à ne pas être complexé de ma couleur de peau. Lorsque vous lisez Peau noire, masque blanc, ouvrage magistral dans lequel on montre ce qu'est pour nous accepter les traits que nous avons, l'histoire que nous avons. Mais cette histoire des dictatures est une histoire qui doit être rayée pratiquement de la définition même de notre République. Il ne faut pas qu'on dise Congo égale dictature. Ce n'est pas un bon héritage pour l'espace qui a été probablement la plaque culturelle tournante de l'Afrique équatoriale française. Ce n'est pas un exemple que nous montrons. Nous montrons simplement que nous sommes encore au XXIe siècle capables de donner d'autres dos pour qu'on nous fouette à l'infini. Et lorsque des gens parlent, on va leur arguer, vous parlez de l'extérieur. Comme si la poule était capable de faire elle-même l'omelette.